Radio 2M. Tous les vendredis, 18h-19h, c'est l'Hebdo. Un journal qui... Ça n'est pas qu'un journal. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas qu'un journal. C'est un magazine. Ça n'est pas qu'un magazine. Je peux finir? On reprend? Une émission culture, politique... Non, ça n'est pas que ça. D'accord, mais c'est un peu tout ça, non? Oui, voilà. Bref, retrouvez l'Hebdo chaque vendredi, 18h-19h, sur Radio 2M. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo. Vous connaissez désormais la phrase. L'Hebdo, c'est une heure d'actu dans le monde réel et virtuel. Pardon. Merci. J'ai tout dit, je suis désolée. Une qui suit. Et Voilà, l'actualité, on l'a refait. Voilà, et bon élève. l'actualité de cette semaine, elle est marquée par des scènes de délire dans toutes les grandes villes du royaume, des embouteillages monstres, des automobilistes totalement sur les nerfs pendant ce mois de Ramadan. Accidents enchaînent, les réseaux sociaux se déchaînent. Quand la fiction devient réalité ou les personnages de série se retrouvent jugés, oui, tous les détails dans un instant, c'est le coup de gueule cette semaine de Hamouda. La santé, la sécurité, les hôpitaux, la couverture sociale, ce sont des mots qui reviennent sans cesse en ce moment et pour cause. Relever le défi de notre système de santé. Le ministre a présenté sa vision cette semaine. Nous rendrons également hommage aujourd'hui à un confrère qui nous a quittés, un grand professionnel, un journaliste sportif qui a partagé avec les téléspectateurs de 2M durant de très nombreuses années son amour pour le football notamment et le monde sportif. Et puis, puisque nous sommes à la veille du 1er mai, eh bien, on va vous rappeler pourquoi ce jour est devenu férié dans le monde. On va vous raconter l'histoire de la naissance du syndicalisme au Maroc avec un homme qui, dès son plus jeune âge, s'est glissé dans les défilés. Aujourd'hui, il est à la tête du plus grand syndicat du pays. Miloudi Mouharrek est l'invité de cette semaine. L'Hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. tout le monde. Bonjour. J'ai beaucoup aimé ton bonjour. Alors la photo de la semaine, Oui. vous vous êtes beaucoup interrogé dessus. Vous allez la découvrir bien sûr sur nos réseaux sociaux. Dans cette actualité des plus moroses en ce moment, j'avais pas envie de vous montrer le drame que vit l'Inde en ce moment. J'avais pas envie non plus de vous montrer la folie discriminatoire qui sévit en France avec des images juste surréalistes. J'avais pas envie de vous parler non plus de la hausse des prix du poisson. J'avais juste envie de vous montrer cette image, celle qui nous a fait voir la vie en rose cette semaine. Une petite musique. Et ce n'est pas une, mais des images magnifiques que vous pourrez découvrir. Ce sont bien évidemment, et qui ont fait le tour du monde. Et les Marocains ne sont pas en reste. C'est quoi? C'est la lune rose. Bien évidemment, quoi. Vous l'avez compris dès le départ. Non. Non, Non, tu n'as pas suivi du tout. Non, du tout, la Lune Rose. Yacine? C'est pas que je l'ai pas suivi, c'est juste que je l'ai pas vu. Je vis quand même à Casablanca, pollution, tout ça, des Et immeubles. tu l'as pas vu? Et pourtant, Non, j'étais au pourtant, courant, mais je l'ai pas vu. les Je l'ai pas images suivi. de Casablanca, notamment vers la mosquée Hassan II, c'était juste surréaliste. Beaucoup, en fait, à Casablanca, étaient pas seulement à Casablanca, en fait, Ouais. à travers partout, Marrakech, Tanger, étaient sur les terrasses, sur les toits. Beaucoup de photos se sont partagées sur les réseaux sociaux. Ouais, Justement. mais elles n'étaient pas roses. C'est ça, c'est ce que j'allais Voilà. te dire parce que moi j'ai suivi sur les réseaux. Déjà il faut savoir qu'elle était très très proche de la Terre. Mais c'est incroyable. C'était exceptionnel, mais par contre c'est ça. Les gens ont dit voilà, elle est pas rose, elle Non. est jaunâtre, elle est blanche, elle est un peu blanche. Ben, elle était extrêmement C'était une lumineuse. grosse pleine lune. Moi, je Voilà. l'ai trouvé Alors, pourquoi saumon, rose Pourquoi saumon un peu. Sans m'en fumer ou là Saumon. Parce que en fait, le phénomène, attends, je vais te dire, le phénomène qui ne se produit quand même que 1 à 2 fois par an, c'est lorsque le satellite naturel est situé à moins de 360 000 km de la Terre et la Lune donc devient plus rose, beaucoup plus lumineuse et elle devient rose. Non mais celle-ci en fait c'est la super lune. Celle-là c'est la super lune rose, c'est pas la lune rose. Ah, il y a la super lune. Oui, Ouais. La C'est Non, Liga, comme la Super Saiyan, Liga. c'est Dragon Ball Z. Bon, vous savez quoi? On va la laisser la Lune de côté. Hein. Ouais. Et J'ai puis, vu la Lune. on va vous raconter une histoire assez incroyable. Savez-vous que quelques marques sont prêtes à tout pour qu'on leur devienne accro, totalement accro, et même quitte à mettre quelques grammes de drogue pour provoquer l'addiction. C'est un œil sur le monde. Un œil sur le monde.
Oui, ça y est, mais ça c'était avant. Alors le Coca-Cola, le soda le plus connu au monde, sa recette est encore aujourd'hui secrète, jalousement cachée dans un coffre à l'abri des regards indiscrets d'autres. Et bien d'autres assurent que lors de son lancement, cette boisson contenait de la cocaïne. De la cocaïne, vraiment. Ben oui. Tout commence donc par l'ingéniosité d'un homme, Angelo Mariani qu'il s'appelle, en 1863, quelques décennies avant l'invention du Coca-Cola. Et ben ce chimiste parisien remarque que le mélange de la cocaïne et de l'alcool dans le corps produit une autre substance appelée coca-éthylène. Ça, je le savais. Cette dernière provoque les mêmes effets que la cocaïne, avec en plus une certaine euphorie, et le chimiste sent le bon filon, sans mauvais jeu de mots, il décide d'en commercialiser. Il lance ainsi le vin Mariani, un vin de Bordeaux dans lequel sont infusées des feuilles de coca. Son succès est immédiat et les plus grands noms s'arrachent plutôt ce puissant tonique. De Jules Verne, je me disais bien, avec le tour du monde en 80 jours, c'était abusé quand même. Alexandre Dumas, lui, qui voit tout en grand, ben oui, il part de 3 mousquetaires alors qu'ils sont 4. Il y avait aussi Arthur Conan Doyle. Lui, c'est élémentaire, mon cher Watson. Émile Zola, alors lui, il nous a assommés avec sa nana qui ne paye pas de mine. Et le pape Léon XIII. Oui, un pape qui s'est donné allègrement à la feuille de coca. Amen. Alors, je disais, la renommée du vin Mariani traverse donc l'Atlantique pour atteindre les États-Unis, où un homme, le docteur John Smith Pemberton, qui habite à Atlanta, on s'en fout, décide de se lancer également dans le business du puissant breuvage. Alors cette nouvelle boisson est officiellement lancée en 1886 et sa composition est alors loin de ce que l'on pourrait trouver aujourd'hui. Après avoir retiré l'alcool, le breuvage est en fait un étrange mélange d'eau gazeuse, de caféine, de sirop de sucre, des noix de cola et environ 9 mg de cocaïne, ce qui reviendrait aujourd'hui. Alors 9 mg que multiplie la racine carrée de plus. Voilà. Donc 33 centilitres de coca coûterait donc la modique somme. Ouais. Ça peut le faire. Alors les amis, c'est le moment de faire des affaires. Oui, le coca a bel et bien contenu de la cocaïne, mais attendez, ne videz pas votre bouteille de soda de l'évier, ou pour les nez enfarinés, ne vous ruez pas dans un supermarché pour acheter des packs entiers de coca. Ça serait peine perdue, c'est mort de nos jours. Aujourd'hui, il ne contient évidemment plus aucune trace de cette substance psychotrope. Dommage, il nous en faut si peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire d'une nécessité. Donc, que soyez clair, il n'y en a plus du tout. Mais alors, plus du tout. C'est absolument fou, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était légal en fait. Ils pouvaient mettre, un tout petit peu, et ça provoquait en fait une véritable addiction à la fameuse boisson gazeuse que tout le monde. Et on disait aussi que ça calmait. Non, ça calmait pas parce en fait, c'est tonique. Non, ça du calme tout. pas. C'est tonique, etc. Et justement, ils ont retiré la cocaïne parce que aux États-Unis, les blancs, ils ont tout fait pour retirer la cocaïne parce qu'il paraît que les noirs ont profité pour violer les femmes, etc. Donc ils devenaient complètement fous. Voilà. Selon eux. Alors, selon eux. C'est pas Le vrai. monde est bizarre. Le monde est bizarre. Que si bizarre. C'est le moment de faire entrer notre invité. L'expression « il est tombé dedans quand il était petit » lui va comme un gant. C'est un militant dans l'âme, l'engagement d'une vie entière pour la cause sociale. Depuis des années, depuis plus de 10 ans, il est le secrétaire général de la plus importante et de la plus ancienne centrale syndicale du pays. Je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur Miloudi Mouharraq. L'invité. Et une petite musique pour vous accompagner et pour vous dire bonjour. Bonjour, bienvenue et un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Ça va ? Très très bien. Très bien. Ouais. Vous êtes déjà Un motivé. syndicaliste Déjà, doit, voilà, je suis là. Un syndicaliste c'est doit toujours être Prêt. prêt et répondre. Alors, ma première question, elle est toute simple. Je vais juste expliquer à nos invités, rappeler en fait que demain, samedi, sera célébré le 1er mai. Et si tous nous savons que le 1er mai est férié et que c'est la fête du travail, beaucoup ne connaissent pas l'histoire. Il faut remonter au samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, aux États-Unis, dans la ville de Chicago, un mouvement revendicatif est lancé dans la classe ouvrière. Des centaines de milliers de salariés paralysent de nombreuses usines. Le mouvement de grève est inédit. 3 ans plus tard, le Congrès de l'Internationale socialiste, réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française, décide de faire du 1er mai une journée
international des travailleurs. 4 ans plus tard, ils seront des milliers dans les rues avec cette revendication. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, mais il faudra attendre 30 ans, l'année 1919, pour que le 1er mai devienne véritablement un jour férié. Qu'est-ce que signifie pour vous le 1er mai ? Tout d'abord, je tiens à présenter mes félicitations aux travailleuses et aux travailleurs et aux cadres et à l'équipe de 2M à l'occasion du 1er mai. C'est une journée qui a une grande signification, d'abord pour le monde du travail et puis pour le monde ouvrier. C'est une journée où nous célébrons avec faste les acquis que le mouvement syndical a réalisés, mais aussi c'est une journée de protestation et de lutte. C'est la seule journée dans l'année où tous les travailleurs dans le monde, et notamment au Maroc, nous descendons pour revendiquer, pour protester contre les conditions de travail et de vie des salariés qui ne sont pas à la hauteur des aspirations. Et donc, c'est une journée plutôt de lutte. Vous allez découvrir toutes les photos historiques que vous avez bien voulu partager avec nous, et certaines sont totalement inédites. Merci de ce partage que l'on partagera bien évidemment avec vous tous, dont une, la première célébration du 1er mai au Maroc. C'était juste après l'indépendance, en présence de Sa Majesté Feu le Roi Mohammed V. C'était en 1956. C'était le 1er mai 1956, le premier mai du Maroc indépendant. C'est une photo devant le siège de l'UMT. Sa Majesté Mohammed V, Allah yarhamou, Hassan Thani, Moulay Abdallah et toute la famille royale était présente devant le siège de l'UMT. Vous allez me dire, et pourquoi ? C'est un signe de reconnaissance pour l'engagement des dirigeants et de l'UMT et de la lutte pour l'indépendance du pays, parce que lorsque l'UMT a été fondée le 20 mars 1955, ce n'était pas pour revendiquer l'augmentation de salaire ou le prime de panier, c'était pour demander l'indépendance du Maroc, on était sous protectorat français, et pour le retour de la famille royale de l'exil. Donc l'UMT est une composante essentielle du mouvement national de libération. C'est un signe de reconnaissance à l'UMT, aux salariés et aux syndicalistes. Je sais que les syndicalistes ont l'habitude de prendre la parole et d'être de véritables orateurs. Mais je vais devoir vous couper de temps en temps parce qu'on a plein de questions à vous poser. Aucun problème, madame. Vous aviez quel âge ? Nous sommes disciplinés, nous, les syndicalistes. Je sais. Vous aviez quel âge, Miloudi, je vais me permettre de vous appeler Miloudi, quand vous avez participé à votre premier défilé? Vous aviez quel âge? Participer ou emmener. Vous étiez dans un défilé. Donc, entre 8 et 10 ans. Donc déjà, je participais aux festivités. C'était à Casablanca, la place des Nations Unies, le boulevard, l'avenue des Phares. Et donc, c'était une journée extraordinaire pour l'ensemble du peuple marocain. Et donc, on se pointait déjà à 7 heures du matin. Et moi, j'avais 8-10 ans avec ma famille pour regarder ces défilés massifs de l'UMT. Et donc, ça Mais à m'a l'époque, beaucoup vous ne marqué. compreniez pas ce que ça voulait dire, tout ça. Si ? Vos parents vous expliquaient ? Oui, Ouais. oui. Yacine ? En parlant de jeunesse, et tout à l'heure vous avez commencé par tous les acquis sociaux que le mouvement syndicaliste à travers le monde a pu acquérir pour les travailleurs. Quel est le travail que fait le syndicat pour valoriser en fait tout le travail que vous faites auprès des jeunes? Alors, juste avant, peut-être, Ouais. Yacine, de rentrer en fait dans ces détails, le mot syndicaliste, vous parlez des travailleurs et tout, mais la question de Yacine, juste nous expliquer, c'est quoi un syndicat? Un syndicat, c'est un groupement de travailleurs et de travailleuses qui ont pris conscience de leurs conditions d'exploitation, soit par l'administration, soit par un gouvernement, soit par les employeurs, et qui ont décidé de fonder un syndicat
pour défendre les intérêts matériels, moraux et les conditions de travail. Et voilà la genèse et la naissance d'un syndicat. Et donc ce syndicat d'entreprise s'est développé et s'est organisé pour devenir des fédérations professionnelles et des unions. Et plus encore, à côté de l'Union nationale, il y a des confédérations internationales. Vous m'avez présenté en tant que secrétaire général de l'UMT. Je me permets de rajouter que je suis également vice-président de la plus grande confédération syndicale mondiale, la CSI, Confédération syndicale internationale, dont le siège est à Bruxelles, qui regroupe 200 millions d'adhérents dans le monde, dans les plus grands pays, 305 organisations dans 136 pays. Et donc c'est un gros lobby qui défend les intérêts des salariés dans le monde et qui est notre porte-parole vis-à-vis des organisations internationales, FMI, OIT, Banque mondiale. On va y revenir dans un instant pour montrer aussi la portée internationale que peut avoir un syndicat et que vous nous donniez quelques chiffres. À la question de Yacine. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Pour sensibiliser les jeunes, pour leur rappeler le rôle... Par rapport à toutes ces valeurs que vous venez de rappeler, oui, la place de la oui, jeunesse. Donc la place de la jeunesse, en tout cas pour l'UMT, dès la naissance. On avait créé une structure qui s'appelle la JOM, qui s'appelle toujours la Jeunesse ouvrière marocaine. Et donc, tout ce qu'on fait pour les jeunes, c'est les former, les sensibiliser sur leur rôle dans la société, parce que les jeunes ont plus de revendications salariales, ils ont d'autres préoccupations qu'ils doivent militer pour les satisfaire. Et donc, à l'UMT, nous donnons beaucoup d'importance à la jeunesse. Nous avons toute une structure réservée à cette entité. Et donc, c'est plutôt l'avenir. Et nous formons beaucoup nos jeunes pour devenir de véritables leaders. D'ailleurs, dans le congrès dernier, nous avons exigé, je ne veux pas utiliser le mot quota comme pour les partis politiques, mais 30% dans les directions professionnelles et nationales, c'est réservé pour les jeunes. Pour information, la définition du mot jeune dans le jargon syndical international, c'est 35 ans et moins. Mélodie, vous avez évoqué votre casquette entre guillemets internationale à l'instant. Vous avez donc suffisamment de recul pour dire évidemment que les retombées, enfin que les avancées réalisées au Maroc sont énormes. Mais qu'est-ce qui pourrait être fait au cours des 20 prochaines années, des 30 prochaines années, pour améliorer justement comme tout syndicaliste, c'est... Par rapport aux autres pays, quel est le retard que le Maroc... D'abord, tout syndicaliste qui se respecte, il doit continuer à défendre, comme j'ai dit, les conditions de vie et de travail de l'ensemble des salariés. Par rapport à notre pays, il est regrettable d'enregistrer que nous avons eu 2 gouvernements lors de cette décennie qui n'a pas la volonté politique de dialoguer, qui n'a pas cette culture de négociation, et nous sommes obligés, au lieu de la politique du partenariat et de la culture du partenariat, nous sommes obligés d'aller vers la culture de la confrontation et de la protestation, par la faute des 2 gouvernements qui se sont succédés, aussi bien le gouvernement Ben Kairan que le gouvernement... Je vous demande s'il vous plaît de vous rapprocher un tout petit peu de votre micro, que le gouvernement Hetmani également. Oui. Donc sans l'appui du gouvernement, vous ne pouvez évidemment rien faire. Rien faire avec ce gouvernement. Et je vais vous citer un exemple caractéristique. Aujourd'hui même, lors de l'accord du 26 avril 2019, on avait paraphé avec le gouvernement, donc Hetmani et ses ministres, un accord où il y a bien sûr plusieurs revendications que nous avions arrachées. Et je dis bien arrachées. Ça n'a pas été facile au gouvernement. Et parmi les clauses... Quelles étaient les revendications? Alors, peut-être alors pas toutes les revendications parce que ce sera trop long, mais tu as raison peut-être. Quelle était la principale revendication et était-elle réalisable? Parce que quelquefois, il peut y avoir des revendications les plus importantes. On ne peut pas faire toute la liste, on n'aura pas le temps. Mais peut-être la plus importante? D'abord, je termine la volonté du gouvernement. À l'heure où je vous parle, normalement, on devrait être
chez le chef de gouvernement autour d'une table de négociation parce qu'il s'était engagé par écrit d'ouvrir à la fin du mois d'avril un round du dialogue social pour étudier ce qui peut être réalisable. À l'heure où je vous parle, il ne nous a pas invités et il a failli à son engagement. Donc vous voyez, c'est cette culture Vous qui l'avez nous manque. relancé et vous avez reçu une fin de non-recevoir ou vous attendiez qu'il revienne vers vous et ça n'a pas été fait? C'est à lui de revenir vers nous. Nous n'avons pas commandé cette réunion. Donc, et c'est avec de toute façon, tout dialogue social avec tous les représentants c'est syndicaux ça, du avec pays. le patronat, la CGM. De toute façon, on n'avait pas à le relancer parce qu'il n'a rien à donner, tout court. Et il n'a pas de conviction C'est des pour mots le très dialogue durs social. que vous tenez vis-à-vis de ce gouvernement. Oui, c'est un langage dur vis-à-vis de ce gouvernement Atmani et gouvernement Ben Kiran. Ce sont les deux pires gouvernements que j'avais moi-même pratiqués. J'ai vécu avec 5 premiers ministres, avec le gouvernement Jto, un monsieur d'avant-garde qui a la culture de dialogue, le gouvernement de Filali, Abdeltaïf Filali, le gouvernement Karim Lamrani, le gouvernement Yousfi. Là, c'est vraiment des gouvernements qui préfèrent le dialogue et qui ont une place pour la classe ouvrière et pour le salariat. Or, ces deux gouvernements, ils n'ont aucune sympathie pour la classe ouvrière. Et pire, les plus mauvaises lois qu'allait connaître le pays, ça a été entrepris par ces deux gouvernements. Mais heureusement que l'UMT est là, on a fait face, on a protesté et on a arrêté ce qu'on a appelé ces lois rétrogrades. Et là, vous étiez solidaire avec d'autres partis, d'autres syndicats, c'est-à-dire vous êtes allés au front ensemble, vous aviez les mêmes, à peu près les mêmes positions. Il y a une solidarité pour... Oui, l'UMT, il a beaucoup d'expertise dans l'analyse des textes, dans le syndicalisme, et donc on les a entraînés, donc ils se sont solidarisés avec nous. Oui, mais c'est quoi la solution maintenant pour que ça bouge? Il faut attendre les prochaines élections? On ne peut rien faire avant pour qu'il y ait un dialogue social? Pour qu'il y ait un véritable dialogue social, que la porte se rouvre à nouveau ou alors, moi, je pense qu'à quelques semaines des échéances législatives, il n'y a plus rien à espérer de ce gouvernement. Nous devons nous organiser davantage, nous devons recruter les jeunes, les femmes, les adhérents au sein de notre syndicat pour nous préparer. S'il y a un gouvernement qui va sortir des élections, qui a cette culture de dialogue, nous sommes preneurs. S'il n'y a pas de gouvernement qui a cette caractéristique, la bataille et la lutte continuent. Vous restez avec nous parce qu'on a encore de nombreuses questions à vous poser, bien évidemment. Mais nous allons, si vous le voulez bien, parcourir l'actualité qui a marqué cette semaine. Et pour commencer l'actualité de cette semaine, c'est le reportage de la semaine de Salima. Le reportage de l'hebdo. Et pour Salima, eh bien, c'est un coup de gueule cette semaine. Un vrai coup de gueule, me semble-t-il. Exactement, c'est tout simplement de la folie aux heures de pointe, c'est-à-dire de 8h à 18h, puisque les heures de pointe pendant le ramadan, c'est toute la journée. Il y a cette tension pesante, comme si c'était une course contre la montre. Ce compte à rebours, je pense, lié à la rupture du jeûne. Les incivilités se multiplient, désolé. J'ai mis un appareil dentaire, alors du coup... J'arrive pas à articuler. On est de tout cœur avec toi. Voilà, soutenez-moi. Donc, concert de klaxons géants, quoique ça c'est toute l'année aussi à Casablanca. D'ailleurs vous êtes peut-être en plein dedans si vous nous écoutez en ce moment. Alors nous avons tendu notre micro casablancais. Petite précision, plus de 1000 conducteurs marocains ont été interrogés par Ipsos sur leur comportement au volant. 50%, il n'est pas récent le sondage, mais je pense pas que ça a beaucoup changé depuis. 50% admettent insulter un autre conducteur. Apparemment, je n'ai croisé que l'autre moitié. Klaxonner, oui. Insulter, des fois, oui, ça dépend aussi. Mais bon, j'insulte les fenêtres fermées. Et des petites insultes ou pas? Non, les insultes pas. Je ne me permets pas. Non. Jamais. Non. Surtout pas Ramadan. Non, pas du tout. Jamais. لا شنو نقول لك اللهم اني صائم ما كنحملش كلاكسون ولكن راه شي منه خاصك تخدمي
Voilà, donc Il y a beaucoup de mauvaise foi quand même. Hein. Il y en a une qui a reconnu les fenêtres fermées. À demi-mot. Les fenêtres Elle a fermées. dit d'Oshli Armdan s'il n'y a pas d'insulte le matin, tu vois, au réveil. Tu vois, ça passe pas. Tu vois. Autre fait marquant, les Marocains pensent que le danger vient des autres. Évidemment, il est plus facile de critiquer les autres que de se critiquer soi-même. 56% dépassent la limitation de vitesse. 38% ne mettent pas leur clignotant. Et attention, tenez-vous bien, 35% admettent utiliser leur téléphone tenu en main comme le fait Ftahia maintenant. Non, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner, je suis désolée. Je plaisante. Et donc, prendre le téléphone, c'est l'une des solutions à ne pas reproduire évoquées par l'un des automobilistes. Pardon. بعد كتشوف التليفون كتدخل تشوف فيسبوك تشوف انستغرام كيلكو شوز هذا الشيء لا ما كنتعصب والو الحمد لله كان كل واحد كنخليه يدوز في الحق الوقت ديالو. Pas trop s'énerver, c'est pas très évident, mais on essaie de faire avec. Mon état d'esprit, c'est de rester zen, simple et de rester concentré surtout pour ne pas faire des gaffes dans la route. J'écoute la radio. La musique calme les mœurs. Est-ce que Rita, tu as déjà bousculé ou insulté quelqu'un au supermarché parce que son caddie était en plein milieu dans le Oui, Bien sûr que non. oui, moi ça m'arrive. Tu veux que je sois franc? Moi, la vérité aussi, moi je vais être très honnête. Moi, Voilà. je m'énerve beaucoup. Oui, en voiture. Mais j'utilise pas mon klaxon. Oui, mais tu t'énerves en voiture, mais au supermarché. Je donne l'exemple du Bah non, supermarché. non, bien évidemment. Un Mais ça n'a caddie, rien à voir. Un caddie est en plein milieu du rayon, tu vas pas insulter. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est comparable la situation. Salima, elle est énervée là. non, Salima, pas on du sent tout. énervée. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. En tout cas, il y a une explication scientifique, enfin plutôt d'ordre psychologique. Apparemment, la voiture, à l'intérieur derrière son volant, c'est plus facile d'insulter puisque la voiture serait un objet dans lequel nous nous sentons tout puissants et où nous exprimons les frustrations du quotidien. Et puis surtout, comme l'a dit cette jeune femme, c'est plus facile d'insulter la fenêtre fermée. On est dans notre Ah ben ça petit c'est cocon. clair. Ah ben c'est clair parce que s'ils nous entendaient et qu'ils sortent le baraquet. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y avait pas une solution à trouver, sachant que tout le monde, et c'est pas juste Casablanca, c'est toutes les grandes villes du royaume actuellement, puisque tout le monde, sauf quelques exceptions dans certains métiers bien évidemment, sort du travail en même temps à 15h. Comment voulez-vous qu'on puisse y arriver? Garder son sang-froid. Et non, mais c'est pas ça. C'est que tout le monde, imagine, kul shi kharij en même temps. Boire de la Donc ça boisson ne peut pas. gazeuse à la Même cocaïne. si on a la plus belle infrastructure routière de la Terre. Non, mais il n'y a pas cette culture du transport en commun. Toutes les personnes que nous avons rencontrées dans le micro-trottoir sont seules dans leur voiture. Mais Salima, il n'y a pas de bus apparemment qui ont été rajoutés. Il n'y a pas de tramways qui ont été rajoutés. bien sûr, à cette heure. C'est une heure de pointe monumentale pendant un mois. Qu'est-ce que vous en pensez, Miloudi? Tout ce que vous dites est vrai. Donc, tout le monde sort du bureau en même temps, stressé, énervé. Mais il faut dire quelles sont les causes d'abord. Donc, le transport public est défaillant, très défaillant. Et nous n'avons pas entre nous encore cette culture du transport public. Ouais, tout le monde aime être dans sa voiture, bien climatisée. Donc, ça, c'est la première donne. Deuxième donne, il faut appeler les choses par leur nom. L'infrastructure est aussi défaillante, surtout à Casablanca. Je vous cite un exemple où il n'y a pas, je crois, autre exemple au monde. C'est la route de Tariq Azemmour en allant vers Dar Bouazza. Moi, je la pratique. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous, mon cher monsieur? Et je vis tous les chaque matins jour, donc à tel point que les automobilistes sont obligés d'aller sur les deux voies. Donc, enfreindre la loi, mais la police, j'allais dire, est débordée. Et puis, que font les autorités publiques pour trouver une solution? La semaine dernière, Yallah Khmou, ils ont réduit la circonférence des ronds-points. Ils avaient installé des ronds-points martfines. Mais il faut de petits ronds-points. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai. En mais fait, voilà, c'est ils ont juste l'infrastructure réduit un qui est rond-point défaillante. En se disant, Safi, c'est le rond-point qui Je va crois tout qu'ils ne gérer. s'attendaient pas à la ruée en fait des Exact. Casablancais vers Bah, à Darboisa. partir Il y a du une moment- tendance. on s'attendait pas à la ruée, mais en même temps, tu vois bien que Mais c'est partout. la construction des milliers de logements, les gens vont bien les habiter un jour ou l'autre. Donc, on prépare peut-être l'infrastructure routière. Oui,
Oui, vas-y. Je m'énerve. Vas-y, Non, mais énerve-toi. moi, je dis toujours que la France ne s'est pas construite en un demi-siècle. Il y a des avancées quand même énormes qui sont réalisées. Il y a deux trémies C'est vrai, géantes. on est râleurs. Je Il y pense a- que c'est monsieur Mohamed qui m'inspire dans mon Non, mais c'est dans vrai. mes revendications. Il y a des trémies Dans qui mes voient revendications. il y a des trémies, des tunnels qui voient le jour. C'est vrai. Voilà, il y a des nouveaux mais bus ça qui prend ont du été temps. achetés, Ouais, voilà. ça prend C'est du vrai, temps. on va positiver un tout petit peu. On Pour va une essayer fois que je- Oui, on va essayer de positiver. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont positivé sur les réseaux sociaux cette semaine? Pas vraiment. Pas vraiment. Ils disent quoi sur le web? Ils disent quoi sur le web? Et donc, ils nous ont dit quoi sur le web? Bah, en fait, on s'était pas mis d'accord, mais on a eu le même réflexe avec Salima, parce que j'ai vu beaucoup d'internautes qui ont parlé de la circulation. Parce que à Casablanca, automobiliste rime souvent avec égoïste, et ça, les internautes ne l'ont pas loupé. Nombre d'entre eux publient sur les réseaux sociaux des photos ou vidéos de leurs aventures périlleuses quotidiennes dans les rues, avenues et boulevards de la ville blanche. Et c'est notamment sur le groupe Save Casablanca sur Facebook qu'on les retrouve. Alors, il y a tout d'abord ces photos du boulevard de la Résistance avec des bouchons interminables et ces internautes qui ont écrit. C'est pour ça qu'il s'appelle boulevard de la Résistance. On dirait Bangladesh. Crise de nerfs assurée pour les Casablancais. غنقولها ونعاود نقولها crédit على السيارات خصو يتحيد. بنادم خارج يشري parisienne بالطوموبيل. Donc littéralement, les gens prennent la voiture pour acheter une parisienne. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est en fait une casablancaise, pas celle à laquelle vous pensez, mais il s'agit bien d'une baguette de pain. Et en voiture, c'est vrai qu'on en passe des heures à contempler la malle arrière de la voiture de devant comme si on avait la malle aria, parce qu'on en devient malade. D'ailleurs, parmi les vidéos et photos publiées, celle-ci a pour légende Ouled Zien Teshfin, route infernale, pollution sonore insupportable. Et là, ils sont gentils. Et oui, cette légende n'en est pas une, car pour un rien, à Casa, l'on peut entendre la douce sonorité des klaxons se fondre dans l'ambiance de la ville. Déjà, si on décortique le mot klaxon, il y a claque et son. Ça aurait déjà dû nous mettre la puce à l'oreille. Et je ne parle même pas des Pas automobilistes ou taxis Jeanne d'Arc. Bah oui, eux aussi s'inventent des voies là où il n'y en a pas. Quand il y en a 2, il y en a 3, voire 4, ils sont parfois sans foi ni loi. Ce soir, ce sera quoi bientôt? Ils vont faire les trottoirs Et l'incivilité est telle que même certaines urgences ont du mal à être gérées. Par exemple, il y a cette photo que vous allez voir sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz, sur laquelle on voit une ambulance, sirène enclenchée, bloquée dans les bouchons en train d'essayer de tenter de se faufiler. Rien à voir avec du bœuf. Ce qui a révolté les internautes. Et moi, je suis d'accord, surtout quand c'est une urgence. Mais le problème, je ne sais pas pour vous, moi j'ai connu certains ambulanciers qui allumaient la petite sirène pour transporter du msemen, du couscous et d'autres plats et appuyaient même sur le champignon pour arriver à bon port avec le repas tout chaud. Véridique. En parlant de port, à Casablanca, pas besoin d'y aller pour voir des queues de poisson. En ville, tout comme madame, on est bien servi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le générique de Madame est servie. Oui. Bref, Il pourquoi... n'y a que moi. Ou peut-être Miloudi également. Ça passait sur 2M dans les années 90. Ah, bah je savais pas ça. Vous nous prenez pour qui? Donc pourquoi la ville est-elle Gzera? Enfin, bouchée. Bon, déjà, on sait que pendant le ramadan, ceux qui fonctionnent à l'air, les fonctionnaires, sortent en même temps du boulot très tôt. Forcément, ça crée des liens, ou plutôt des lignées de voitures. Mais pour les internautes, c'est aussi à cause de ces travaux interminables censés à terme désengorger les routes. Mais en attendant, ce sont les Casablancais qui sont pris à la gorge. Il y a entre autres ces tunnels toujours pas ouverts. Face à cette situation, cet internaute a publié Zama, vous êtes en train de construire Nafaq dial la Manche. Pardon pour mon arabe. En plus, au début, j'ai dit Nifaq, mais j'ai finalement compris qu'il s'agissait d'un tunnel et pas d'hypocrisie, quoique. Bref, et si certains sont de vrais pots de vache au volant, c'est parce qu'elles ont dû côtoyer ces animaux de près. Et oui, si nous ne sommes pas à la campagne, eh bien elle est venue à nous. Certains bovins ont a priori décidé de faire l'exode rural, comme ces vaches bloquant toute une avenue en plein quartier Sidi Moumen, rebaptisé par l'internaute qui a publié la photo Daily Moumen. Oui. Et même, ouais, plein de vaches, Daily Moumen, New Daily Moumen, Mumbai Moumen. Enfin, certains ont trouvé des solutions à ces problèmes de circulation, devenus sanguins. Cet internaute a dessiné le meilleur trajet pour ne plus être pris dans les bouchons et a écrit Besh timshi tkhedem fkazar sek jet ski. Et oui, il propose un passage par la mer. Bah oui, sur l'eau, on n'a pas de soucis, ni de fassi ou de rbati, que du kazaoui. Comme le dit le proverbe. Voilà. Et celui qui veut voyager loin, il achète une voiture. Non, pas celui-ci.
Comme dit le proverbe, tout vient à point qui sait attendre, car même si aux heures de pointe on a la pression et qu'on est à 2 doigts de tomber en dépression, sans tout ça, elle ne serait pas la même, notre Casablanca qu'on aime. Bravo. Casablanca, t'es mon vieux style, ma poussière, je te lâcherai pas. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, Miloudi? Non. Très peu? Très peu. Mais par exemple, tout ce dont vient de parler Rita sur les réseaux sociaux, les commentaires, est-ce que vous, au niveau du syndicat, c'est pas important aussi d'avoir des retours? J'imagine qu'au sein des équipes, vous avez des personnes c'est important. qui Nous avons tout un département digital qui ne fait que ça, qui suit les réseaux sociaux, qui communique toutes les activités au niveau des réseaux sociaux. Bien sûr que nous nous intéressons. On n'est pas une organisation syndicale archaïque. Mais personnellement, je suis peu versé parce que j'ai beaucoup de choses à faire. La route jusqu'à Darboisa. Merci beaucoup. Tu avais fini J'avais juste, en fait, sur le groupe Save Casablanca, ils ont écrit ce qu'on appelle le livre noir de Casablanca, où ils ont regroupé les doléances de nombreux Casablancais, donc sur beaucoup de problèmes sur l'insécurité, la circulation et beaucoup d'autres choses. C'est disponible sur ce groupe, donc Facebook. Exactement. Et à saluer en fait celle qui est à l'initiative, qui est Mouna Hachim, l'écrivain. Qui a lancé en fait ce groupe Save Casablanca et qui en fait a réuni en effet toutes les données dans ce livre noir de la Ville Blanche. On va parler de politique, ça va vous plaire maintenant. Et l'actualité politique de la semaine, eh bien, elle concerne notre santé. Cette semaine, devant la Chambre des représentants, le ministre de la Santé a donné quelques détails sur la réforme de la santé. Un exposé que notre parlementeuse Rimel a suivi de près. On va voir si elle a tout compris. La parlementeuse. Le système de santé adopte de nouveaux changements. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Santé Khalid Aït Taleb en dévoilant son plan de réforme au Conseil du gouvernement tenu lundi dernier. Et parmi les principaux fondements de ce chantier, il veut valoriser les ressources humaines en augmentant les salaires et en renforçant les formations au profit des soignants. Le ministre de la Santé souhaite aussi lever les obstacles imposés par la loi 131-13. C'est quoi la loi 131-13 ? En fait, elle régit l'exercice de la médecine au Maroc. Cette loi sera promulguée sur la pratique des médecins étrangers au Maroc en adoptant de nouvelles règles qui s'appuient sur le principe de l'égalité de traitement entre les médecins marocains et leurs confrères étrangers, puisque le médecin étranger pourra pratiquer sa profession selon les mêmes conditions appliquées à leurs confrères marocains et les médecins étrangers qui pratiquent actuellement au Maroc. Et pourquoi ? Cette décision a été prise car nous avons un déficit de médecins. Celle-ci s'élève actuellement à 97 566 personnes, dont 32 522 médecins et 65 044 infirmiers, soit 1,7 médecin pour 1000 habitants. C'est un taux bien inférieur au seuil critique fixé par l'OMS de 2,5 médecins pour 1000 habitants. Et clairement, le ministre de la Santé, il a dit ça. في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها إذ تعرف الوضعية الراهنة عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهن الصحة بحاجية تصل إلى 97566 منها 32522 من الأطباء و65044 من الممرضين حيث لا تتعدى الكثافة الحالية 1.7 لكل 1000 نسمة ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 بالنسبة لكل 1000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة. J'ajoute que le ministre de la Santé a insisté sur le recrutement intensif de médecins étrangers. Cela constitue une voie de secours pour l'hôpital public mais aussi pour le secteur privé qui souffre tout autant de la pénurie de médecins. Par ailleurs, on déplore le départ à l'étranger de quelques 600 à 800 médecins marocains chaque année. Se conforme. Alors justement, ça commençait même à débattre avant même que le sujet de Rimel ne finisse. Je vais donner la priorité à notre invité. Que pensez-vous de cette fameuse réforme de la santé ? En fait, on l'attend depuis X années. Là, vous saluez, vous dites quand même, bon, il y a un véritable effort de fait. C'est une réforme qui est nécessaire parce que la grande réforme pensée par Sa Majesté le Roi sur la réforme de la protection sociale, il n'aura aucun sens s'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire au niveau de cette grande réforme. Donc on souhaite beaucoup de courage au ministre de la Santé sur
le recrutement d'abord de pratiquants compétents et puis surtout réformer l'hôpital public. C'est très important et là, tout le monde doit s'y mettre et ça doit être aller de pair avec le chantier de la réforme de la protection sociale. Et si j'ai bonne mémoire, c'est une des conventions paraphées par les ministres concernés devant Sa Majesté au Palais Royal de Fès. Exactement. Salima, elle a demandé avant toi. Vas-y, Yacine, aujourd'hui. Non, mais vas-y. Non, mais c'est vrai. Donc, en fait, concrètement, il faudrait 3 ou 4 fois plus de médecins Bien évidemment. pour pouvoir répondre à la demande. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et en plus, il y a un autre facteur qu'on oublie, c'est que nos médecins qui sont formés ici, qui sont très bien formés et qui partent se À l'étranger. perfectionner ailleurs, vont travailler. J'ai pas les chiffres. Parce que les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, qui sont rémunérées bien en dessous de la valeur, du niveau d'études. Mais d'ailleurs, je me pose la question, je t'interromps 2 secondes. Non, mais ça y est, j'avais fini. Comment ils vont venir, ces médecins étrangers? Mais comment, je veux dire, si les conditions sont les mêmes. Non, mais justement, le but, c'est justement de leur offrir un meilleur cadre salarial, des meilleures conditions de travail, ça c'est prévu. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Mais par contre, l'enjeu, c'est de réfléchir dans 10, 15, 20 ans et de garder nos médecins qui seront formés. Yacine, on parle de la santé, on parlera obligatoirement de la pandémie. Le syndicalisme en temps du corona, c'est comment? Oui, la pandémie a beaucoup impacté le syndicalisme, pas uniquement au Maroc, mais dans le monde. Parce que par nature, le syndicalisme est une action de terrain à travers les réunions, les assemblées, les meetings. Et là, on se trouve coincé dans des salles de conférences à faire des assemblées par vidéoconférence. Donc, nous nous sommes bien sûr adaptés à cette nouvelle donne. Mais il faut dire que nous avons été beaucoup impactés par la pandémie. Les revendications sont toujours les mêmes ou est-ce qu'on se dit, c'est tellement galère en ce moment que... C'est-à-dire que les revendications sont les mêmes, mais nous avons rééchelonné l'ordre. Ce n'est plus la priorité, ce n'est plus l'augmentation générale des salaires et des indemnités. Bon, c'est d'actualité. Mais d'abord, demander au patronat d'adopter des mesures d'hygiène et de sécurité pour sauver la santé et la vie des salariés, et hommes et femmes, bien sûr. Comme on est déjà en train de déborder, je vais lui demander 1000 pardons. On vous avait annoncé son sujet à Hamouda dans tous ses états. On va se le garder très 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 précieusement parce que j'aimerais qu'on en débatte vraiment de ce qui s'est passé, à savoir une série. Une fiction qui se retrouve sur le banc des accusés, mais bel et bien réel et pas dans un autre feuilleton qu'on va se garder avec Hamouda pour la semaine prochaine. C'est le 1er mai avec la pandémie, donc il n'y a pas eu de défilé l'année dernière, il n'y en aura pas cette année non plus. Donc de quelle manière vous allez mobiliser l'ensemble des salariés cette année et quel est le slogan que vous porterez demain? Malheureusement, c'est la 2e année sans défilé. Donc on avait l'habitude de ces défilés massifs dans tout le pays. Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui viennent, comme on dit, battre le pavé. Donc nous nous sommes organisés l'année dernière et encore cette année. C'est des défilés de 1er mai d'une façon virtuelle, à distance. Donc nous regroupons toutes les activités de l'année et nous faisons passer des films avec des conférences, avec mon discours du 1er mai que la tradition veut. Et d'ailleurs, excusez-moi, si vous nous suivez en ce moment et si vous allez sur nos pages des réseaux sociaux, vous découvrez toutes ces images des différents défilés du 1er mai et cette mobilisation organisée habituellement à cette date. C'est vrai que ça n'aura absolument rien à voir. Dans certaines villes, certains pays, du fait de ne pas pouvoir se mobiliser, ce sont des couleurs qui se sont affichées. Quelquefois,
aux fenêtres pour montrer la mobilisation. Est-ce qu'il y aura un signe de la sorte pour vous cette année ? Extérieur. Un signe extérieur de colère intérieure. De colère, bon, la colère, on l'exprime chaque jour. Mais non, c'est un film retraçant toutes les activités de l'année, syndicales bien sûr, le discours qui va tracer les revendications et la ligne de conduite à venir, et des débats, des tables rondes sur justement la pandémie par de grands spécialistes, et une grande table animée par de grands professeurs sur le chantier de la protection sociale. Je voudrais quand même signaler une chose qui a une particularité cette année. Nous allons inaugurer à notre siège UMT à Tanger, Nasb, je ne sais pas comment on l'appelle, Tidkar, en mémoire des 28 ouvrières du secteur de confection. Qui ont les gharqou filma par la faute des autorités publiques qui n'ont pas contrôlé les autorisations nécessaires et par la faute mais de par l'employeur. aussi de l'employeur et l'arnaque absolue. Oui. Je veux dire, je vais peut-être utiliser des mots forts, mais il a quand même du sang sur les mains, ce monsieur, de travailler dans l'illégalité. Total. Yacine, d'ailleurs, juste avant, en préparant l'émission, me disait qu'il avait envie d'aborder avec vous le secteur informel. Je suis désolée, mais on ne va pas en avoir le temps. Mais il est vrai que voilà, c'est un bel hommage que vous allez rendre, parce que le secteur informel, il est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Mais... بالعربية بنقولوا pour ne pas les oublier حتى لا ننساهم كبير avec la liste des victimes, et quand même nous allons نقراو الفاتحة et demander aux autorités publiques qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils pensent faire pour que ça ne se reproduise jamais, pas. Jamais. Voilà. Allah yarhamou également, puisque nous allons rendre maintenant hommage à un confrère qui nous a quittés hier, un grand journaliste sportif qui a partagé durant de très nombreuses années sa passion du football avec les téléspectateurs de 2M. C'est bien sûr Choukri Alaoui, Game of Sport. Game of Sport. Voilà, je suis là pour vous dire que c'est pour la dernière fois peut-être que vous me voyez sur 2M, sur cette émission, parce que c'est l'âge de la retraite. Après la retraite, il faut laisser bien sûr la place aux autres, à la relève. Mais avant de partir, je tiens d'abord à vous remercier, vous, le public. Un public qui m'a supporté pendant 25 ans d'antenne. Bonjour Nas. Bonjour Ftahia. Aujourd'hui, c'est désolé, c'est un petit peu difficile pour tous. Pour tous, ouais. Ouais, et émouvant juste avant. Vous connaissiez Choukri Alaoui ? Oui, bien sûr. C'est une perte pour nous et pour l'UMT doublement. D'abord en tant que journaliste sportif, mais en tant que militant syndicaliste pur et dur de l'UMT. J'ai toujours cette image du 1er mai et des premiers antécédents il tenait à lever la banderole de 2M où il y a les revendications du personnel 2M. On va parler du sportif, nous surtout. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est une triste nouvelle, Ftahia. Nous avons perdu plus qu'un collègue, une icône du journalisme sportif, Choukri Alaoui. Nous avons appris la nouvelle de sa disparition mercredi soir, lui qui a passé plus de 25 ans dans ses locaux. J'ai contacté quelques figures emblématiques du journalisme sportif. Tout le monde était sous le choc, de Lino Bako à Mourad Moutawakil, en passant par Karim Droné, Manito Hamza. Un compagnon de longue date. Choukri, je l'ai découvert comme tous les téléspectateurs. C'était à l'époque, bien sûr, de 2M, les débuts de 2M. Quand je suis arrivé à 2M, c'était l'entente, c'était la complicité, c'était la tranquillité et énormément de fraternité. J'ai perdu un compagnon d'aventure exceptionnel. Nous avons commenté ensemble des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de matchs. Et de temps en temps, il venait, il me disait « Tu sais, Lino, aujourd'hui, c'est notre 150e match. » C'est vrai, il tenait une comptabilité des matchs que nous commentions. Bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, Nasserdine, nous sommes tous sous le choc aujourd'hui parce que c'est un frère d'armes qui est parti. Choukri Alaoui était
dès les premières heures de deuxième à mes côtés pour le lancement du championnat d'Italie sur deuxième. À l'époque, on commentait même les matchs à 3 avec Eric Rimo. En tout cas, il nous manque déjà à tous énormément. Voilà ce que je voulais dire. Et paix à son âme. Que Dieu le prenne en sa sainte miséricorde. C'est un pilier de la chaîne et du service sport qui nous a quittés. Malheureusement, Chokri Alaoui, c'était le premier collègue qui m'a tout simplement accueilli quand je suis arrivé en stage à 2M, qui m'a dit « Mon petit, viens, je vais te montrer c'est quoi le métier à 2M ». Il avait une phrase qui me restera toujours dans la tête. Il avait dit « 2M, on sait quand on entre, on sait jamais quand on la quitte ». Il faut savoir que notre ami Chokri a fait des études de marketing et de publicité à la faculté des sciences humaines à Paris 13 à Villetaneuse, ce qui lui a valu d'intégrer le département publicité de 2M en 1989, avant que son ami d'enfance Méric Rimo lui propose un poste de consultant sportif. S'en est suivi 25 ans d'une carrière incroyable. Sa voix parle à tout le monde, j'en ai les frissons, à une époque où ni Beansport ni l'IPTV n'existaient. Pour voir du foot, il fallait être devant 2M et se laisser bercer par les belles lyriques de notre cher Chokri Alaoui. Manito Hamza. Dolny, bien vu pour Aziz Boudelbala. Crimo. Et un bon de Timoni. Génial de Marcel. Des lyriques qui ont bercé mon enfance. Je me rappelle que j'ai commencé à suivre mes premiers matchs de football. C'était sur 2M pour le championnat d'Italien tous les dimanches à 13h30, commenté par Chokri Alaoui Lino Bako qu'on vient d'écouter. La France a perdu Thierry Gilardi le 25 mars 2008. Le Maroc pleure la disparition de notre Thierry Gilardi national le 28 avril 2021. Ta voix sera à jamais gravée dans nos mémoires. Sache que tu auras marqué à jamais le journalisme sportif au Maroc. Chokri, après les monuments qu'on vient d'entendre, je souhaitais modestement, je dis bien modestement, moi aussi te rendre hommage et te transmettre un message. Je disais à mon père que je voulais être journaliste sportif. Non seulement tu m'as fait aimer ma passion, Chokri, mais tu m'as donné envie d'exercer mon métier actuel. Manito Hamza. Laissez bien sûr la place aux autres, à la relève. Il faut laisser la place à la relève comme tu as dit. J'espère que tu es fier de nous et que cette relève que je représente reprend le flambeau dignement. Chokri, repose en paix et merci. Merci pour ce meilleure chronique de Nas. En tout cas, c'est un bel hommage. Merci beaucoup. On va faire une pause musicale. Ça va être difficile de reprendre derrière. La pépite de Yacine Tabouktir. Tu vas avoir du mal là. Ça va pas te gérer. Radio 2M. La pépite de Yacine Tabouktir. Excusez-moi, mon écran d'ordinateur, il vient tout juste de se bloquer. Bismillah. Donc, allez, assez parler des prolos, des pauvres, des gueux, tout ça. C'est bon, si t'as pas d'argent, va écouter du YY et laisse-nous fêter dignement la journée mondiale du jazz. Bienvenue dans Radio Snob, la radio où le jazz s'écoute entre gens bien en dégustant du slow caramel beurre salé et en sirotant un jus détox raisin potimarron carotte. Il y en a marre de ces musiques barbares, le rap, le rock, tchègnawit ainsi que toute esthétique musicale qui ne transpire pas la classe et en face supérieure. Certes, le jazz est né de la souffrance des Afro-Américains, qu'il a été jugé immoral dans les années 20 à cause de la prohibition qui a favorisé son expansion, mais c'est pas pour autant qu'on va commencer à twerker dans le studio Madame Laouni, voyons quand même. Trêve de balivin, laissez-moi vous présenter la pépite d'aujourd'hui, Genoma d'Ismail Sintisi. Cet opus remarquable pour un premier album invite l'auditeur à un voyage initiatique entre les vallées du Haut-Atlas, Casablanca, la Méditerranée et Paris. On y retrouve des références à Chick Corea, Shai Maestro, Boyanze, Tigran Amasion, mais aussi et surtout beaucoup d'Ismail Sintisi qui a fait un travail colossal au niveau de la composition qui apaise et questionne l'esprit en même temps. Un garçon à suivre de très près et un album à écouter d'urgence. Blaman Ktir Alaikum, Aitam Jot d'Ismail Sintisi. Qui apaise. Et c'était pour calmer tout après les revendications, après les quelques larmes. On va clôturer cette émission comme chaque semaine avec notre invité. Vous avez exactement 3 minutes. Vous avez une carte blanche pour adresser aujourd'hui le message que vous souhaitez à la veille de ce
1er mai. Nous tenions à vous avoir parce que vous êtes devenu une figure emblématique du syndicalisme au Maroc, de votre engagement durant toutes ces années. Pour en avoir parlé avec Yacine quand on cherchait quelqu'un, et parce que vous représentez effectivement la plus ancienne institution syndicaliste au Maroc. Il y a un chiffre que j'ai oublié de vous demander. L'UMT, aujourd'hui, a combien de membres ? Nous avons aux environs de 650 000 adhérents, venant de 58 UMT régionales qu'on appelle les unions régionales et locales, de 34 fédérations professionnelles. Et donc, voilà notre force, comme on dit. Et ce qui est essentiel, c'est que l'UMT est présente dans les grands secteurs stratégiques du pays, aux banques, dans les ports, dans le secteur pétrolier, dans le secteur chimique, dans les produits pharmaceutiques, et la liste est longue. Donc c'est vraiment une organisation syndicale enracinée dans l'économie marocaine. Et c'est à ce titre que je lance un appel aux jeunes. Donc, j'étais persuadée que vous alliez faire un coup de gueule, vous. Non, mais je suis non, ça y est, vous l'avez fait, le coup de gueule. Au début, avec les deux gouvernements. Avec les deux gouvernements, vous êtes lâchés. Donc, ce serait un message à la jeunesse. À la jeunesse de rejoindre le mouvement syndical. C'est une des voies pour améliorer leurs conditions de vie et de travail et pour défendre ce pays, pour l'élever vers le haut sur le plan économique, sur le plan social. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas voir dans le syndicat uniquement cette structure qui proteste, qui revendique, qui fait des grèves, mais nous avons autre chose dans l'encadrement de la population, comme nous le donne la Constitution marocaine. Donc voilà mon message à l'ensemble des travailleuses et des travailleuses, mais aux jeunes d'une façon particulière. Merci infiniment d'avoir été avec nous cette semaine. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégrale de l'hebdo et en images sur notre page YouTube, Instagram, Twitter et Facebook. Voilà, je les ai tous cités. Cette fois-ci, elle va être contente, notre responsable de la cellule digitale. J'ai tout cité. Un énorme merci à Oumeima, notre responsable de la cellule digitale. Un grand merci à notre réalisateur Hamza qui est à la régie. Également un grand merci à notre caméraman et monteur Ismaël et notre graphiste Omar pour les belles images que vous découvrirez. Merci infiniment Miloudi d'avoir été avec nous. Merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Thank you.